Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre présence pour cette deuxième séance de l'année des dialogues de la salle Labrouste. Ce soir, nous vous proposons de parler d'un ouvrage que voici, Des âmes drapées de pierre, sculpture en Champagne. Donc, c'est un ouvrage qui est paru récemment et qui est écrit par Marion Boudon-Machuel, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Donc Marion Boudon-Machuel est professeure d'histoire de l'art moderne à l'université François Rabelais à Tours, et elle est aussi co-directrice des masters du département d'histoire de l'art. Et elle a été pensionnaire de l'Académie de France à Rome, conseillère scientifique ici à l'INHA et rédactrice en chef de la revue Perspective qui est éditée par l'INHA. Et c'est une occasion particulière puisque c'est Marion Boudon-Machuel elle-même qui nous a proposé d'inviter ce soir pour parler de son livre deux artistes sculpteurs que nous avons le plaisir d'accueillir. Donc Madame Nicole Albertini et Monsieur Jean Anguera. Et c'est une occasion tout à fait intéressante pour nous de rapprocher l'histoire de l'art et la création. Et je vais vous laisser tout de suite en profiter. Je tiens simplement à remercier mes collègues qui ont permis de réaliser cette soirée. Donc en premier lieu, Pauline Chevalier, conseillère scientifique à l'INHA qui s'occupe avec moi de l'organisation du cycle. Et puis les collègues du service des manifestations, de la communication et des moyens techniques. Bonne soirée. Merci beaucoup. À nous aussi de remercier l'institution, l'INHA, et puis Pauline Chevalier à nouveau et Olivier Mabille de nous permettre de faire cet échange, ce dialogue à trois. Je ne vais pas jouer sur les mots, mais quand on parle de trois, vous allez voir qu'il va en être question avec une autre orthographe pour le livre autour duquel on va échanger. Et nous sommes à trois parce que la sculpture est un art en trois dimensions. Et même à trois, on a toujours du mal, vous allez voir, à en faire vraiment le tour. Et je voudrais à mon tour remercier très sincèrement Nicole Albertini et Jean Anguera d'avoir accepté de se livrer à un exercice qui n'est pas facile, qui est un peu inversé pour une fois. Souvent, on invite des artistes pour parler de leur production. Là, ce sont deux sculpteurs qui acceptent de parler d'une sculpture qui est vieille de plus de 500 ans et qui est l'objet de ce livre. Et je leur ai proposé, pour que vous sachiez un peu qui vous avez devant vous, qu'ils vous parlent un peu de leur production, en l'évoquant par l'image, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est l'ouvrage qui vous est présenté ce soir. Je passe ma parole à Nicole. Bonsoir. Moi aussi, je tiens à remercier l'INHA de cette hospitalité qu'elle fait à mon travail et à mes échanges avec Marion. Et puis remercier Marion, avec qui j'ai un dialogue extrêmement fécond sur mon travail et sur celui du 16e, à Troyes. Je m'excuse, mais je vais lire un petit peu ma présentation. Contemporain, c'est ce que je voudrais tenter de méditer ici ce soir avec vous, mon travail et celui des sculpteurs troyens du XVIe siècle dont nous allons parler. Contemporanéité salutaire absolument. À ces statues de la Renaissance champenoise, je peux dire que je dois une passe radicale, celle par laquelle me fut donnée rien de moins qu'une possibilité de venir à être contemporaine de ma propre existence. De ces sculptures, j'ai en effet été, durant mon enfance et ma jeunesse, en grande proximité. Elles furent dans la désorientation radicale d'une enfant qui avait perdu le soleil, la lumière, l'appel à la prière du muezzin, la langue des enfants de jeu, l'arabe, l'italien, le maltais. Elles furent pour moi, ces sculptures, quelque chose comme un signe salutaire. Moi, l'enfant, ici, à Troyes, sans lumière, ce ciel qui mange la terre, les cloches, les sirènes des usines de bonneterie, ces sculptures me saluaient.
un espace étranger. L'espace de l'étranger me donnait hospitalité. Je suis venu très tard à la sculpture, et en tout insu du pourquoi. Ce n'est qu'en sculptant que je l'apprends. Insu jusque même aussi que mes sculptures avaient quoi que ce soit à voir avec les Troyens. Je n'y pensais même pas. En fait, il y a eu à Troyes une exposition qui s'appelait le Beau 16e, où toutes ces sculptures du 16e Renaissance troyenne ont été exposées. Et donc je suis venu de Paris à Troyes pour voir cette exposition. Et je regardais ces sculptures et je me disais, c'est étrange. Ça me fait vraiment penser à un artiste. Et je n'arrivais pas à trouver lequel. Et je suis revenu 3 fois regarder ces sculptures et je me disais, ah, il me semble peut-être ça me fait penser à Jean-Claude. Et la 3e fois, en sortant de la porte de Saint-Jean-au-Marché, j'ai été frappé par quelque chose d'inouï. Je me suis dit, mais ces sculptures me font penser à moi. Et c'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose à voir avec ces sculptures. Et après, il y a eu la rencontre avec Marion, dont je lisais déjà beaucoup les travaux et qui m'intéressait, et je l'ai rencontrée. Et nous avons entamé ce dialogue incroyable qui, elle-même, me disait ce sont des sculptures champenoises, en parlant de mon travail. Et j'ai alors pu commencer à reconnaître et ainsi à savoir que le maniérisme troyen, ce dont nous allons parler ce soir, habitait mon travail comme espace propre et orientation radicale. Anachronique et le contemporain. La tension de cette blessure vitale n'a certes rien de passéiste ni de moderne. Je puis témoigner que lorsque je sculpte, oriente le geste de mes mains les œuvres de plus d'un, inactuellement restées contemporaines d'un faillir qui aujourd'hui encore nous concerne. Les sculptures du maître de Chaours et les sculpteurs sans nom dans son sillage, qui ouvrent une habitation où la mort du Dieu saisit l'espace, restituant un ouvert. L'œuvre de Faulkner sur la terre vaine du Sud reterritorialise les puissances anciennes. On sent à l'œuvre les forces de la terre. L'écriture de Chalamov, pâtissant en la désolation du Golag, la mort du poète Mandelstam, ressuscite la mort du poète. La pensée de Abi Warburg, à qui il nous revient, nous artistes, d'entendre sonner les cloches et de les faire sonner sans savoir où elles sont accrochées. Eram Winkamp, un chant polyphonique corse in lingua crusca, dont les voix persistent à tenir, par la langue étrangère, le lieu intime de la rencontre du chasseur et de la déesse, malgré tout, là, en Corse, aujourd'hui. Le travail de l'anthropologue et helléniste Jean-Louis Durand, par sa pensée, donne lieu à un autre mode de constitution du savoir, dont un des noms serait le possessionnel, et quelques autres. Il aura fallu défaire, ils défont, détruisent la construction totalisante qui enserre hors d'une habitation du monde. Ils sont contemporains, ils ont reçu en plein visage le faisceau des ténèbres de leur temps et du nôtre, pour reprendre ces paroles d'Agamben. Il s'agit pour chacun, là où l'abandon est radical, de laisser surgir une forme, métamorphique peut-être, qui à l'encontre de la désolation régnante, ouvre à la promesse d'une restitution, d'une habitation possible du monde. Non pas le discours des vainqueurs, mais la détresse des vaincus, par la sculpture, l'écriture, le chant, la pensée, peut persister, vivante. Je tente d'inscrire mon travail dans cette détermination. J'espère qu'à partir de ces quelques mots un peu abrupts et hésitants, ouvrant le livre de Marion Boudon-Machuel, le dialogue de ce soir fera apparaître ce qui lie mon travail aux sculpteurs de la Renaissance en Champagne méridionale. Alors, pour mon travail, je dirais que la première... J'ai commencé la sculpture il y a assez longtemps, dès l'enfance. Mon grand-père était sculpteur et ma mère était sculpteur. Et donc la sculpture était extrêmement présente chez moi. Et
j'ai commencé la sculpture sans vraiment la commencer, c'est-à-dire que c'était une chose naturelle. La chose essentielle dans mon travail, en tout cas pour moi, c'est, je dirais, le corps humain, la représentation du corps humain. Et quand je dis le corps humain, je n'exclus pas la pensée. Le corps humain du modèle qui vient poser à l'atelier ou de la personne qui est venue à un moment donné s'asseoir ou s'installer dans l'atelier et qui manifeste une présence. Et c'est cette présence que j'essaye de rendre, je pense. C'est toujours un petit peu difficile de parler de son travail. Enfin, pour moi, c'est difficile parce que je pense que la sculpture, elle doit affirmer son propre sens. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte assez vite que la représentation du corps humain ne pouvait pas exclure, je dirais, la réalité du paysage qui l'entourait, et même plus que l'entourait, qui le contenait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne pouvais plus vraiment dissocier, je dirais, la réalité complète des choses et la présence du corps. Et toute ma sculpture tente de joindre ça, de manifester cette chose, cette présence, ce rapport au paysage. Là, ce que je vous montre, c'est une seule sculpture en réalité qui s'est déplacée, qui a changé, qui a évolué. C'est tout simplement une femme assise. J'ai demandé à mon épouse, Laure, de venir avec moi dans la plaine qui entoure l'atelier. J'habite un tout petit village en Beauce. Donc la plaine, le village est très petit, la plaine est immense. Et donc Laure, on a pris une chaise et Laure s'est assise dans le paysage. Et je voulais savoir si tout le paysage viendrait à Laure, ou si au contraire c'est Laure qui envahirait tout le paysage. C'est cette question-là qui tentait de percevoir. Et donc ça a été l'objet de ces différentes sculptures. Et celle-ci, la dernière, elle fait à peu près 1 mètre de haut. Voilà. Alors, toujours dans mon travail, il y a le rapport entre le dessin et la sculpture. Le dessin venant très souvent après la sculpture, c'est-à-dire comme une tentative pour moi d'expliquer la sculpture, de comprendre ce que j'ai pu faire, mais aussi de rendre à la sculpture un petit peu son déploiement dans l'espace du paysage. On le voit ici comme ça, là. La sculpture que vous avez pu apercevoir à un moment donné, c'est une sculpture très récente, c'est la commande d'une Pietà. C'est une sculpture qui fait 1 mètre de haut. Elle est réalisée en... moi, je travaille toujours le modelage. Je ne fais que des modelages. Donc, j'utilise l'argile. C'est toujours une sorte de... C'est toujours sur une sellette la question de mettre de l'argile, de la terre, et d'essayer de manifester cette présence. Et je sens au départ à peu près la dimension des choses que je vais faire. Pour cette Pietà, alors je fais les choses en argile, et puis par la suite, nous moulons, je travaille avec ma femme, nous moulons à la sculpture en plâtre, et dans ce plâtre, nous tirons une résine polyester, c'est-à-dire que nous, en quelque sorte, nous arrêtons la forme définitivement. Voilà. Donc le polyester, pour nous, c'est un peu comme une photographie du travail réalisé dans l'argile. Il faut simplement que cette photographie soit fidèle, qu'elle soit aussi précise ou aussi imprécise que ce qui a été dit dans la sculpture. Voilà. Alors, c'est pas facile de demander à des artistes de parler de leurs œuvres, et ça n'est pas le propos ce soir, mais c'est quand même grâce à la conception de cette Vierge de Pitié que Jean Guéra m'a contacté après avoir lu mon livre, et on a beaucoup échangé sur ce thème qui est très très présent dans la sculpture du XVIe siècle. Et la dernière œuvre que j'ai fait défiler sous vos yeux aussi de Nicole Albertini est aussi une Vierge de Pitié dont nous avions beaucoup parlé.
Donc il y a une rencontre autour de la réflexion sur ce thème, de la création. On pourra éventuellement tirer ce fil avec vous dans la partie des questions à la fin de ces échanges. Mais on va en revenir peut-être. Non, simplement, je voulais préciser que j'ai appelé Marion parce que je pensais que la sculpture que j'allais faire utiliserait énormément le pli, le drapé, peut-être quelque chose d'enfoui et de montrer, de masquer et de découvert ce qu'offre le pli et cette notion de draper, de plisser est extrêmement présent dans le livre de Marion, extrêmement présent évidemment dans la sculpture du XVIe siècle sous des formes très différentes, extrêmement, enfin qui interroge énormément, en tout cas interroge énormément un sculpteur. Alors, pour jouer sur la frustration qui vous fera tenir en haleine jusqu'au bout, on ne va pas commencer par montrer une photo de drapé, mais cette photographie d'une sculpture qui fait plus de 2 mètres de haut, un Christ à la colonne qui se trouve dans une église à la tribune, dans une église de Troyes qu'on peut très peu voir alors que c'est une œuvre magistrale. Et c'est cette œuvre que j'ai choisie pour mettre sur la couverture de l'ouvrage, avec ce regard du Christ que vous pouvez voir sur la couverture et qui est très prégnant quand on se trouve au pied de l'œuvre. On va le laisser à l'écran et rentrer maintenant dans la matière. Je propose à Jean de prendre la parole et puis on va la faire circuler entre nous pour vous donner, je l'espère, envie peut-être d'ouvrir le livre et d'aller à Troyes. Alors, je n'ai pas voulu improviser les questions que j'allais poser à Marion, que nous allions poser à Marion. Je voulais quand même les rédiger en quelque sorte et vous faire subir cette rédaction. Pourquoi ? Parce que je pensais que sinon notre passion, et d'ailleurs Marion nous en avait prévenu, notre passion allait faire qu'on allait parler un petit peu du sujet d'une question qui allait nous passionner, mais qui ne développerait pas l'ensemble des thèmes qui sont abordés dans le livre. Alors, nous nous sommes réunis pour parler de ce livre, Des âmes drapées de pierre, un titre singulier, poétique, et peut-être la première question que je pose à Marion, mais elle ne va pas répondre tout de suite, c'est pourquoi un tel titre ? Je pense que c'est un titre qui n'est absolument pas innocent. C'est un titre, déjà, où on parle effectivement du drapé. Effectivement, enfin, je ne vais pas développer, parce que si je développe, on n'a pas fini. Mais je voulais dire que Nicole et moi, nous sommes sculpteurs, et par conséquent, nous sommes concernés par la sculpture. Mais nous sommes concernés plus en tant qu'acteurs qu'en tant que spectateurs, c'est-à-dire que nous regardons la sculpture, je dirais de l'intérieur, nous regardons la sculpture en nous imaginant plus ou moins en train de la faire, et sans empêcher de confronter la sculpture que nous contemplons avec celle que nous faisons. Et en ce sens, nous ne sommes absolument pas objectifs, contrairement à toute la tentative de Marion qui est précisément un point de vue qui est plus scientifique, plus analytique, qui est référencé. Et à ce sujet, justement, je me posais la question, et je la pose donc à Marion dès à présent, c'est est-ce qu'il est possible de regarder de manière objective l'art ? Et qu'est-ce que, parce que souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que la sculpture ? C'est une question extrêmement simple et il est pratiquement impossible d'y répondre. Je me suis dit, mais peut-être je vais poser la question à Marion, qu'est-ce que l'histoire de l'art ? Est-elle capable d'y répondre en quelques mots ? Pas en 3 heures, parce que peut-être 3 heures serait à peine suffisant, mais quelques mots parfois donnent déjà une idée.
C'est un peu une question piège, et en même temps, c'est un livre d'histoire de l'art, en effet. Peut-être de raconter pourquoi le livre est venu permet de répondre en partie à cette question. Il y a l'histoire de l'art, la discipline, et puis il y a la façon dont chaque historien de l'art va utiliser les outils de la discipline pour travailler dans son domaine. Et pour ce thème de travailler sur la sculpture de la Renaissance en Champagne, avant d'y arriver, j'ai réfléchi à un sujet que j'avais envie je suis spécialiste de sculpture et je voulais réembrasser un sujet important. J'avais plusieurs voies possibles. Travailler d'après un fonds d'archives, par exemple, qui traiterait qui peut traiter à la fois des œuvres, mais aussi des acteurs, des auteurs, de comprendre une sociabilité de sculpteurs et la façon dont ils abordent les œuvres. J'aurais pu travailler aussi d'après des questions d'iconographie. On voit un Christ à la colonne, c'est une iconographie finalement assez rare, de si grandes dimensions et placée encore dans une église. J'aurais pu décider de travailler d'après des questions plus esthétiques, une notion, mais ce qui peut-être me rapproche aussi de Nicolet de Jean, ce qui m'intéresse dans la sculpture, c'est de partir vraiment de l'œuvre. Et par chance, la sculpture est étudiée en France, mais moins que la peinture et que l'architecture. Et il reste encore de la matière à pétrir et à essayer de comprendre. Et notamment, en Champagne, il y a ce corpus formidable d'à peu près plus de 500 œuvres, en tout cas pour la période qui m'intéresse. Si je faisais comme avec mes étudiants et que je vous demandais de me citer 10 noms de sculpteurs champenois pour les 500 pièces connues, je pense qu'il y aurait peut-être quelques noms qui viendraient, mais pas beaucoup. C'est pas pour vous dire que vous ne savez pas, c'est pour vous dire qu'on ne sait pas. Ce sont des œuvres qui sont en grande partie anonymes et donc qui forcément invitent à faire un travail de terrain pour d'abord essayer d'en faire un inventaire, ensuite de l'organiser, de le comprendre, et puis par définition, ce que j'appelle ce corpus, c'est-à-dire cet ensemble d'œuvres, demande à être à trouver lui-même son outil d'historien de l'art pour pouvoir être abordé, pour pouvoir être compris et qu'on essaye de mieux le comprendre. Et dans ma démarche d'historienne de l'art, je pense que fondamentalement, il faut toujours partir des œuvres. On a des outils, on a des éléments qui permettent d'aller lire les œuvres d'art. Vous le savez par exemple pour l'architecture, des lectures de plans, des lectures de façades, du vocabulaire. Pour la peinture, la question de la couleur, la question de la représentation du passage du temps. La sculpture, c'est plus compliqué. Là aussi, quand j'enseigne la sculpture et quand je demande à des étudiants de me parler d'une sculpture, ils me diront c'est un Christ à la colonne, et puis ensuite ils s'arrêtent à peu près là. J'essaye un peu de parler du nu, mais c'est déroutant. Et c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'une sculpture a ce rapport au corps et ce rapport à celui qui le regarde, au regardeur, qui pourrait paraître facile, c'est un double de soi. Et finalement, c'est peut-être un type d'art très déroutant. On peut facilement parler d'une peinture ou d'une architecture sans trop la connaître, mais en la décrivant, en utilisant des mots de vocabulaire. Je crois qu'il y a moins de grammaire facile et de vocabulaire utilisable pour la sculpture. En tout cas, ça tourne court plus vite. Et c'est aussi ce qui m'intéresse. D'arriver à trouver des outils pour parler de cette forme et d'essayer de s'y cogner. C'est un peu dur, mais moi je m'y suis beaucoup cognée et je prétends pas du tout dans ce travail sur la sculpture de la Renaissance en Champagne livrer une lecture totale, mais essayer d'en livrer peut-être une lecture sensible qui utilise des outils d'historien de l'art, mais qui laisse aussi qui ouvre la porte et qui invite à aller voir, mais qui n'est pas une lecture qui sera fermée et imposée.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de ce qu'est l'histoire de l'art. En Non, tout cas, mais c'est vrai qu'on a eu, avant de venir ici, une discussion au bistrot un peu plus loin, là. Et Nicole et moi, nous étions sur pas la définition de la sculpture, mais cette espèce la réalité de présence de la sculpture qui est d'abord, la sculpture, elle partage notre espace. C'est-à-dire qu'elle est dans l'espace au même titre que nous. Alors il y a cette présence du corps, elle est un corps, il est représenté, bien sûr, dans la sculpture, il est représenté, il n'est pas... c'est pas un corps de chair, c'est un corps de pierre. C'est un corps pour Nicole, c'est un corps qui est avec du plâtre en terre, fragile, relativement insaisissable. Mais c'est toujours insaisissable, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais arrêter la sculpture. On ne peut jamais dire, voilà, elle est comme ça. Car si on se met tous autour d'une sculpture, nous avons tous un point de vue différent sur la sculpture, nous pourrions tous la décrire différemment. Ça n'est pas du tout le même phénomène qu'avec la peinture, où quel que soit le point de vue, on a sensiblement, physiquement en tout cas, on va l'aborder de la même manière. Marion nous a montré des photos de sculptures qu'elle a pu avoir qu'elle a pu regarder pendant leur restauration. Elle a fait des photos et elle les regarde, elle les montre par-dessous. Il y a des photos absolument superbes à ce sujet-là, où la sculpture est vue en contre-plongée, par en bas, par en dessous, comme ça, et on voit les formes qui se déploient. C'est absolument passionnant, c'est très très intéressant. On va les chercher, oui. Mais c'est ce qui fait que la sculpture échappe, je dirais, en partie, uniquement en partie, mais à une objectivité. C'est-à-dire que la personne qui doit parler de la sculpture, elle doit prendre parti, elle doit exprimer son point de vue personnel. C'est un petit peu la difficulté, je pense, mais Nicole a peut-être une autre version de cette difficulté de la sculpture par rapport à justement l'histoire de l'art. Je ne voudrais pas trop m'éloigner non plus du livre de Marion. Je trouve que c'est des espaces très différents, la sculpture et la peinture. Je trouve que la sculpture, et moi, sculptant, c'est plus dans l'ordre du rituel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... On est pris par une espèce de force qui fait de vous quelqu'un qui exécute un rituel. Alors que je ne sais pas si dans la peinture on a cette sensation, mais moi, par moment, je sais, je travaille, mes mains sont relativement autonomes par rapport au reste, et je sais que je n'ai pas le droit de me tromper de gestes. Or, je ne sais pas les gestes que je fais, mais je n'ai pas le droit de me tromper de gestes comme quelqu'un qui ferait un rite, qui n'a pas le droit de se tromper. Sauf que moi, je ne connais pas le rite que je fais, ni les gestes qu'il faut faire. Mais je sais que je ne me trompe pas. Alors, le résultat de la sculpture est différent de la peinture en ce sens, quoi. Mais dans cet espace de Champagne méridionale, au XVIe siècle, ça n'arrive pas n'importe où. Toute cette sculpture n'arrive pas n'importe où, n'importe quand. Il y a l'espace de la Champagne méridionale qu'il faut peut-être que tu resitues. Et il y a surtout cette profusion de sculptures absolument étonnante où on dirait un phénomène d'épidémie, c'est-à-dire que tout d'un coup, si vous parcourez cette campagne, vous allez voir apparaître des sculptures. Et ce sont des apparitions parce qu'en général, tout le monde, elles sont là, mais personne ne les voit et on les a oubliées. Et quand vous rentrez dans l'église, elles vous disent « Ah, te voilà ». Et c'est pas une épidémie, ce serait l'inverse de l'épidémie, c'est-à-dire qu'est-ce que à ce temps-là de désolation de cette partie dont tu vas expliquer de ce temps, est-ce que ce n'est pas une tentative par ces sculpteurs de resacraliser une terre qui avait été complètement polluée, spoliée par la mort, par la peste, par les guerres de religion, par les assassinats de protestants, mais ça peut-être toi tu vas en parler, tu peux l'expliquer mieux que ce que je fais.
dans ce que vous avez dit ensemble. Il y a beaucoup de choses qui résonnent avec ce sujet de la particularité de la sculpture en Champagne au XVIe siècle. Comme je vous l'ai dit, c'est un corpus important. Pourquoi ce corpus-là et pas ailleurs ? La Champagne est vraiment une terre pour la Renaissance extrêmement riche. Il y a dans tous les arts, et notamment, c'est un lieu aussi très connu pour son architecture et pour les vitraux. Mais la sculpture y occupe une place très spécifique. On en voit d'ailleurs les traces, si vous vous promenez dans les... Ça réconcilie un petit peu avec l'Italie quand on se promène, ou avec notre histoire, quand on se promène quand on va visiter les églises en Champagne, parce que c'est des églises qui sont encore habitées par les sculptures. Il y en a beaucoup, parfois sur 2 niveaux. À Saint-Pantaléon, à Troyes, il y a des sculptures qui s'étagent sur 2 niveaux et qui remplissent aussi les chapelles. Donc il y a une présence très, très forte qui était aussi l'un des points de... Quand on se lance dans un sujet, on est stimulé par les questions qu'il pose. Et l'une des questions qui se posait était pourquoi cette sculpture est encore aussi présente en Champagne, alors qu'ailleurs en France, elle a été dévastée. Les œuvres de la Renaissance en France posent un vrai problème à l'historien de l'art. Et ce n'est pas un hasard si on étudie plus l'histoire de l'art italienne, qui a mieux conservé ses œuvres. On pense à la Révolution française, on peut penser aux deux conflits mondiaux, mais il faut revenir dans le temps, au XVIe même, et aux guerres de religion qui ont été les premières dévastatrices. Dans certaines régions de France, les sculptures du XVIe siècle n'existent plus parce qu'il y a eu des campagnes vraiment pour décimer les œuvres. C'était quasiment contractuel. Les protestants sont allés systématiquement briser les têtes des sculptures, briser des sculptures de façon entière, et on a gardé des documents dans le Languedoc ou à Lyon pour supprimer systématiquement les images. Et ça m'intéressait beaucoup pour la Renaissance en Champagne. Il y a eu, comme ailleurs, tout un mouvement évidemment, de lutte entre les 2 réformations. J'aime bien réutiliser, je le fais dans l'ouvrage, ce terme de l'historien Thierry Van Hoekvlegen, qui a beaucoup étudié la question de la réforme et de la contre-réforme, du protestantisme et du catholicisme en Champagne, qui utilise ces termes de 2 réformations, parce que des 2 côtés de la foi, si je puis dire, ou ces 2 aspects de la foi, il y a eu la volonté de changer les choses. Et la Champagne est une terre de passage. Elle est à l'est du Royaume de France. Elle est proche de Genève. Elle est marquée par les idées de Luther dès quasiment juste après 1517. Il y a une conscience, il y a un développement de la communauté protestante, il y a une conscience du roi que la Champagne est à la frange est du royaume, et donc une terre menacée et menaçante pour le royaume, parce qu'elle peut être pénétrée d'une part par Charles Quint, mais ça c'est un autre sujet, mais surtout par le protestantisme. Donc c'est un territoire à surveiller. Et on a, je le rappelle dans le livre, des témoignages qui viennent directement de François Ier, qui demandent à ce qu'on soit très vigilant sur les prédications qui se font dans les églises, sur la façon dont la foi est énoncée, et qui demandent à ce qu'il y ait déjà une rigueur importante. Et c'est intéressant parce que je fais, excusez-moi, des sauts un peu dans le temps, mais le Concile de Trente, c'est l'ouverture du Concile 1545, la dernière session du Concile sur les images, c'est 1563. Et le corpus sur lequel je travaille, il est quasiment antérieur à ça. Il y a des œuvres qui continuent à se produire après, mais il est antérieur et contemporain à cette réflexion sur les images, contestée par les protestants, et donc il y a une réaction de Rome et une réflexion. Et on considère souvent que la contre-réforme et l'art de la contre-réforme, il est plus tardif, il réagit après cette réflexion, donc c'est au XVIIe siècle qu'il faut le chercher.
Et moi, j'avais envie d'essayer de comprendre comment une production en Champagne a pu, être conservée dans notre temps, dans le grand temps de l'histoire, mais aussi a pu être conservée au XVIe siècle. Pourquoi en Champagne, on a encore un ensemble d'œuvres qui permettent de les suivre dans le temps, de la fin du XVe siècle au-delà dans le XVIIe siècle, et que les œuvres sont encore présentes, alors qu'il y a eu aussi des contestations, des affrontements. Le massacre de Vassy, Vassy c'est en Champagne, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est 10 ans avant la Saint-Barthélemy, c'est déjà un massacre humain effroyable. Et en 62, il y a un massacre aussi à Bar-sur-Seine, c'est juste à côté de Troyes, et je peux vous montrer des sculptures de Bar-sur-Seine. On a des témoignages aussi de sculptures qui sont vandalisées, mais le fait est qu'on a beaucoup perdu, mais il en reste encore beaucoup, et il en reste un ensemble suffisamment important pour que ça soit très intéressant du point de vue de l'histoire de l'art, pour essayer de comprendre aussi une mutation des formes. Et ça, on l'a nulle part ailleurs en France. Donc c'est aussi un ensemble d'œuvres assez fascinant pour comprendre une histoire de la Renaissance en France, une histoire de la sculpture de la Renaissance en France, parce que tout ne se résume pas à ce qui se passe en Champagne, mais il y a là un phénomène qui est passionnant et qui, vous voyez, sous ces différents aspects, a stimulé l'historienne de l'art que je suis, spécialiste de la sculpture, pour essayer de comprendre pourquoi. Mais il y a cette question, je pense qu'elle sera... on ne l'éteindra jamais, on ne la résoudra jamais. La question de la représentation, la question de l'image et le refus de l'image. L'image qui vient tout d'un coup prendre une place, occuper les esprits, faire présence et peut-être une espèce de surabondance. Enfin, là, on voit par exemple dans les sculptures du XVIe, parfois, donc à Saint-Pantaleon, on prenait cet exemple de surabondance de l'image, on a l'impression qu'elle est presque en réaction contre une perte, contre une disparition. Il y a aussi cette espèce de révolte de la pensée qui voudrait que l'image soit quelque chose qui freine, qui arrête, qui empêche l'évolution de cette pensée. Comme si, alors que je pense que du côté de l'artiste, il a besoin de l'image, il se sert de l'image justement pour lui-même évoluer, pour lui-même fabriquer une pensée. Mais il y a le regard extérieur peut dire, oui, mais cette image, elle va arrêter la pensée, elle va la bloquer, elle empêche l'évolution et donc elle est à détruire. C'est un petit peu ça le point de vue de l'iconoclaste. C'est l'image est là et elle n'a pas lieu d'être là. Que fait-elle là? Elle vient, il y a la foi suffit. Elle peut être exprimée par les mots, par les phrases. Dieu s'exprime par la parole. Il n'a pas besoin d'image. Comme si la réalité... enfin, il y a là quelque chose qui... Enfin, moi, je me choque parfois. Quand on brise une sculpture, c'est quelque chose qui me brise réellement. Il y a des sculptures absolument extraordinaires. Le Christ au lien de Mussy-sur-Seine, on en parlait tout à l'heure, c'est une sculpture qui est absolument... qui dépasse complètement, qui est absolument admirable. J'ai eu un véritable choc quand je l'ai vu. Il y a cet homme qui a la corde est là autour des poignets. Elle est absolument émouvante, cette sculpture. On a envie, moi j'ai très envie de la préserver. Dès que je la vois, j'en ressens la fragilité. Et précisément, le thème de cette sculpture, c'est la fragilité. Donc voilà, la voilà. Mais alors, évidemment, c'est très très intéressant. Vous voyez le bombé du torse, c'est extraordinaire. On dirait qu'il y a une espèce une volonté de souffle. Il essaye de respirer, cet homme. C'est absolument extraordinaire. Il y a toute l'attention. Je ne sais pas comment le sculpteur a pu faire ça. C'est tellement poignant.
C'est tellement incroyablement poignant qu'on se demande comment on peut faire ça. Il y a un côté, c'est miraculeux, voilà. Et alors c'est amusant parce que j'en parlais avec Nicole, elle a ressenti exactement la même chose, ce côté miraculeux de la sculpture. Et peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui pourrait faire barrière, obstacle à un pas supplémentaire. Bon, je ne sais pas, si je dis ça, là, je m'emporte un peu. Là. Non. Je ne sais pas si la sculpture fait barrière. En tout cas, dans cette question de la sculpture en Champagne au temps quand même des guerres de religion, ou juste avant, dans cette montée du conflit, il y a une continuité, il y a des séquences de style, mais il y a une continuité, comme si la sculpture continuait à travailler cette image. Il faut bien que vous ayez conscience que c'est le corpus dont on parle, ça n'est que de la sculpture religieuse. Donc ce sont des œuvres qui habitent déjà l'Église à la fin du XVe, qui continuent à la nourrir. Et il y a cet effet d'opulence dont parlait Jean tout à l'heure. Et cette contestation de l'image est présente. Elle est forcément discutée. Mais en Champagne, il y a une sorte de force tranquille. La sculpture continue à se développer et continue à évoluer. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez fascinant et une des questions que pose ce sujet. Il y a, alors, évidemment, c'est délicat de parler de cette sculpture de la Renaissance en France, puisqu'il y a eu beaucoup de destruction. Mais si on considère, j'évoquais le Languedoc tout à l'heure, on voit bien qu'il y a une production très forte autour de 1500. Il y a ensuite ponctuellement la sculpture dans les années 1540, mais on n'a pas du tout cette richesse-là. Et en Champagne, il y a vraiment un phénomène de présence, et d'une présence qui arrive à se renouveler. Et qui arrive à se renouveler alors que... tu veux peut-être intervenir avant ? Parce que, non, je voulais dire que cette continuité et cette sculpture qui persiste, est-ce que c'est pas aussi parce que elle est une sculpture, elle témoigne de quelque chose qui en Champagne est arrivé à la sculpture. C'est-à-dire que le maître de Chaource, qui est donc ce sculpteur dont parle, et qui pour moi est l'origine pour tous les, c'est une source d'origine pour les autres, le maître de Chaource, donc celui qui fait cette sculpture de la mise au tombeau. Je me suis beaucoup interrogée en sculptant moi-même sur quel était le travail, qu'est-ce qu'il faisait arriver le maître de Chaource, jusqu'au moment où j'ai compris que les plis du maître de Chaource, dont on parle beaucoup, ne sont pas des plis verticaux, mais que la sculpture du maître de Chaource, c'est une sculpture dont les plis, appelons toujours quand même les plis, sont une montée de l'horizon. En fait, la verticalité n'existe pas que si elle est l'horizon qui monte des profondeurs de la terre. Et je pense que ce mouvement du maître de Chaource, quand vont arriver les sculpteurs plus tardifs, donc le Florentin, cet Italien, tout ça, il ne va pas pouvoir sculpter sans prendre en compte cet espace qu'a créé le maître de Chaource. Voilà, je te laisse peut-être parler de cette transition. Et peut-être tu dis quelque chose du maître de Chaource qui n'est pas... Donc le maître de Chaource, c'est un peu antérieur aux œuvres que j'analyse, mais comme le dit Nicole, c'est une personnalité fondamentale qui a longtemps été anonyme. D'ailleurs, vous voyez qu'on continue à l'appeler le maître de Chaource, alors que récemment, on a proposé de l'identifier comme étant un sculpteur qui s'appelle Jacques Bachot. Mais la force du nom inventé par les historiens de l'art pour
identifié. Ce corpus qui a des caractéristiques très identifiables reste très fort. Et même les historiens de l'art qui savent que maintenant il est identifié avec Jacques Bachot, l'a continué à l'appeler le maître de Chaours. On pourrait revenir sur cette question des noms aussi et de l'identité des artistes pour ces périodes-là et de l'importance des noms. Et c'est bien que le nom inventé peut-être l'emporte aussi ici. Là, vous voyez la mise au tombeau de Chaours, qui est conservée dans l'église de Chaours, vraiment dans son lieu. Donc on passe de la clarté mesurée de l'église, on descend quelques marches et on rentre. C'est très difficile à photographier, donc là, c'est vraiment une surexposition pour que vous puissiez voir l'œuvre. On rentre dans ce qui est une évocation du sépulcre. On est accueilli par des sculptures quasiment grandeur nature, de soldats. Et dans un second temps, on aperçoit la mise au tombeau devant soi, qui est une œuvre donc très, très, très forte et qui permet d'identifier des éléments stylistiques propres au maître de Chaours, avec ces figures à la fois fortes et frêles, des corps qui disparaissent quasiment sous des drapés qui sont assez lourds et assez enveloppants, qui peuvent faire penser à la sculpture aussi bourguignonne à côté, où vous avez tous en tête sans doute les pleurants, par exemple, des tombeaux bourguignons, ces sculptures qui sont qui sont finalement très très modernes pour notre regard, qui sont presque uniquement constituées d'un drapé. Alors, il y a beaucoup d'explications en Champagne avec cet intérêt pour le drapé. On est dans une terre qui, économiquement, s'est développée autour de 1500 et au début du XVIe siècle, qui, comme l'évoquait Nicole tout à l'heure, qui est sortie de tout un temps de guerre, d'épidémie, et qui, au début du XVIe siècle, au début de la Renaissance, est plus sereine, plus forte, avec un déploiement notamment de toute la production drapière, dont on a encore des témoignages, ça s'est continué dans le temps, il y a encore des usines désaffectées maintenant, mais de travail des tissus. Et cette question du drapé, on la ressent dans la sculpture champenoise, vous la ressentez là dans le maître de Chaours. On la ressent aussi dans les années avec lesquelles commence l'ouvrage, des années 1535, 45. C'est toujours des fourchettes chronologiques très floues parce qu'il n'y a pas de date parfaitement déterminée, où ce drapé va être commencer à vibrer, où le costume est très enrichi. Une période que j'ai proposé d'appeler le style orné, le style qui est un premier maniérisme, on pourra revenir sur cette notion. Et puis jusqu'à la sculpture de Dominique Florentin. Ça me permet de cadrer un petit peu aussi l'histoire de cette Champagne. Je vais un peu vite, on pourra revenir sur certaines images. Dominique Florentin, qui est un sculpteur qui vient d'ailleurs, comme son nom l'indique. Il vient de Florence, mais on le repère en France. Et c'est uniquement en France qu'il est connu, à partir de la fin des années 1530, au tout début des années 1540, il est documenté sur un chantier fondamental qui n'est pas si loin de Troyes que ça, qui est le chantier de Fontainebleau. Le chantier de Fontainebleau qui marque dans l'histoire de la Renaissance française un bouleversement, un changement très important avec un chantier voulu par François Ier qui installe vraiment, qui développe le château avec une ambition toute italienne et toute renaissante puisqu'il fait venir sur ce chantier de grands artistes, Primatis, Rosso, pour réaliser un grand décor. Et vous connaissez tous, je pense, la galerie François Ier. Et Dominique Florentin fait partie des sculpteurs qui travaillent à la galerie François Ier. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais a priori, il travaille le stuc. Et dans cette période-là, Henri Zerner, qui est un historien de l'art très très important pour ce XVIe siècle français, qui est un grand spécialiste aussi de la gravure, a identifié d'abord des gravures de Dominique Florentin. Et puis, on retrouve Dominique Florentin au tout début des années 1540 à Troyes. Il s'y installe, il s'y marie, et il va constamment travailler, pour le dire de façon très simple, dans deux registres de la commande.
j'insiste sur cette idée de commande parce que la Renaissance et les artistes, un artiste ne produit pas s'il n'a pas de commande. Il ne faut pas faire d'anachronisme, hein, parce qu'on pourrait parler de liberté de l'artiste, elle existe quand il y a un commanditaire au XVIe siècle, quand il y a quelqu'un qui lui commande une œuvre et qu'il peut produire. Et Dominique Florentin continue à travailler pour le roi, il continue à travailler avec Primatis, donc il est dans cette sphère de la très haute commande, de la commande princière, mais il est installé à Troyes. Et il a d'ailleurs rencontré des peintres et des sculpteurs sur le chantier de Fontainebleau. Dont les Julliot, qui sont des peintres, des sculpteurs champenois, dont les Potiers, qui sont des peintres. Donc sans doute, il y a là une communauté artistique qui se déplace après et qui le retrouve à Troyes. Et à Troyes, en Champagne, il travaille aussi. Ses œuvres sont plus difficiles à traquer dans les archives parce que autant des commandes princières, on a gardé des documents, on peut les repérer. À Troyes, des commandes pour un niveau inférieur, pour la bourgeoisie, pour des commandes d'églises dans la région, on n'a plus de documents. En revanche, ce qu'il y a, et là c'est un phénomène, et c'est aussi l'une des raisons de ce livre, un phénomène absolument étonnant, on sait qu'il est là, on sait ce qu'il fait, on n'a pas beaucoup d'œuvres, mais ce que l'on voit, c'est que tout d'un coup, il y a un basculement radical dans la production de sculptures en Champagne, et beaucoup d'artistes, beaucoup de sculpteurs vont travailler à la manière de Dominique Florentin. Pour sourire, je dis souvent que je travaille en PDF, en post-Dominique Florentin, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a un engouement qui s'explique sans doute par différents biais pour cette sculpture de Dominique Florentin, qui est une sculpture maniériste, issue du maniérisme italien développé à la cour de François Ier et qu'il transplante en Champagne, avec des figures, comme vous le voyez ici, par exemple pour la foi et la charité, très sinueuses dans leur anatomie, avec ce traitement très étonnant d'un drapé qui est gonflé de l'intérieur, qui est un drapé qui fait plus penser à un travail de modelage et de la terre qu'un travail de pierre. Et sans doute, il vient de Florence, il a beaucoup connu l'œuvre de Donatello, il l'a vu, il connaît l'œuvre par exemple de Verrocchio, qui travaille avec Léonard, des sculpteurs qui ont modelé, qui travaillent des plis de l'intérieur. Et il développe cette sculpture absolument étonnante, et je tiens à ces deux figures. Là, vous voyez la charité donc, qui était faite pour être mise au sommet d'un jubé qui est commandé à Dominique Florentin en 1549. D'abord, en 1547, c'est lui qui coordonne tous les artistes pour l'entrée royale. Et donc, il crée, pour les entrées royales, on créait des œuvres éphémères, des grandes architectures éphémères. Ce que je vous montre ici, grâce aux outils d'aujourd'hui, utilisable aussi par les historiens de l'art et par les informaticiens, c'est une restitution en 3 dimensions à partir d'une gravure du jubé de la collégiale Saint-Étienne qui est confiée à Dominique Florentin. C'est-à-dire qu'il était à la fois architecte et sculpteur. Avec toute la précaution qu'il faut prendre pour ce type de restitution, mais qui nous permet de voir tout de suite, une architecture classicisante en Champagne. Là aussi, c'est absolument bouleversant de nouveautés. Et 2, des sculptures qui sont placées donc dans la partie haute du jubé, dont à gauche et à droite, ces sculptures, les 4 sculptures que vous voyez en blanc sont conservées, dont ces sculptures de la foi et de la charité qui sont maintenant placées à Saint-Pantaléon. Des sculptures qui sont à la fois faites pour être vues de loin, pour attirer le regard au sommet du jubé. Le jubé, c'est une architecture qui coupe, qui bloque l'entrée du chœur, qui lui est réservé aux chanoines, un espace dans lequel on ne pénètre pas. Donc c'est à la fois un monument dans le monument, mais qui fait barrière. Donc c'est des sculptures qui sont faites pour être vues de loin, et c'est des sculptures qui sont aussi faites pour être vues juste d'en bas, quand on ne peut plus aller plus loin, on lève le regard et on les voit, et ce que l'on voit, c'est le Christ en croix, Jean et Marie qui sont agenouillés sur le fronton, donc une évocation du Golgotha et une élévation de la sculpture comme sur le mont Golgotha au point ultime de la Passion.
avec de part et d'autre 2 allégories, la foi et la charité. Donc des sculptures qui sont aussi faites pour être vues comme je l'ai fait, vous voyez, en me couchant par terre, pour prendre la sculpture avec ses effets de raccourci et pour essayer de réfléchir sur cette perception qui est forcément forcée hein, par un appareil quand on les photographie, mais qui est quand même une œuvre faite pour être pensée d'en bas. Intervenir sur un plan strictement sculptural. Ce qui est étonnant, par exemple, quand on voit le maître de Chaours et ses figures drapées, avec des plis, comme disait Marion, très, très pesants. Enfin, les figures sont dissimulées derrière des épaisseurs de tissu, et ces épaisseurs de tissu leur donnent un caractère très hiératique. Mais ce qui est étonnant, c'est que, et ça c'est une chose propre à la sculpture, c'est que derrière ces drapés, sous ces drapés, il y a l'épaule de la femme. Elle est exactement au bon emplacement, parce que quand on commence à faire de la sculpture, la difficulté c'est de mettre derrière les formes le corps. Le corps est toujours présent sous les drapés. Donc le genou fait plier le drapé, mais il doit être exactement au bon emplacement, le genou. On ne peut pas se permettre de se dire, bon, c'est derrière le drapé, je peux placer le genou à peu près où je veux. Ah non, absolument pas. Il faut qu'il soit absolument que ce qu'on appelle aller jusqu'à l'os, c'est-à-dire vraiment, il faut que l'os, l'armature, l'ossature de la personne représentée soit exactement au bon endroit. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant dans ces sculptures de Dominique Florentin, où le drapé change complètement de nature, devient, je ne sais pas, on pourrait dire, épris d'une espèce d'ivresse, devient, on ne sait pas, des nuages, des gonflements, enfin, le personnage s'envole, voilà, il n'est pas dans le poids du vêtement, il est au contraire dans l'envolée, dans une espèce de... Voilà, il est en une élévation. Eh bien, c'est pareil, le corps qui est sous les vêtements, malgré leur fantaisie, il existe, il est juste. Il n'y a pas une erreur d'anatomie, je dirais. Ça, c'est très important, parce que sinon, on pourrait dire, ben voilà, Dominique Florentin, il a joué du volume pour dissimuler quelque chose qui serait de l'ordre de l'à peu près. Oui, mais en fait, il n'y a pas tant d'à peu près que ça. Enfin, il n'y en a même pas du tout. C'est-à-dire que je regarde ça un peu comme... voilà, si j'étais, ce que je disais tout à l'heure, si j'étais obligé de le faire, c'est quelque chose de... Alors évidemment, tout à l'heure, le Christ nu, ah bah oui, là, le Christ nu avec le lien, le Christ au lien, là, le corps, il est immédiatement accessible. C'est l'émotion qu'il donne, c'est sa nudité. Mais il y a une autre émotion qui est complètement différente, c'est le recouvrement. Il y a une autre forme d'émotion qui est de cacher, de dissimuler, d'enfouir. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Oui, je reviens sur le passage du maître de Chaours au Florentin. Mais en fait, comment tu dirais... Parce qu'en fait, on dit la Renaissance. Florentin, c'est la Renaissance. Mais de quelle Renaissance on parle? Parce que c'est pas une Renaissance italienne. C'est pas une Renaissance française. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais... La Renaissance française, elle est très différente de la Renaissance troyenne, que ce soit Goujon ou Germain Pilon, qui n'ont pas ce tremblement qu'a gardé la sculpture troyenne, qui sont dans une force d'affirmation quasi olympienne. Donc comment tu te dis que le Florentin est arrivé à modifier le travail des sculpteurs troyens? D'abord, je l'observe, puisqu'il je parle de révolution maniériste, qui est un terme dont je pèse les mots dans mon livre, parce qu'il y a vraiment une sorte de contamination de ce type de drapé gonflé de l'intérieur.
qu'on ne voit pas avant. Donc, on vous a bien montré qu'il y a le drapé très important pour structurer les figures, mais ce travail d'un drapé qui tout d'un coup devient quasiment autonome par rapport au corps et a une vie qui ne répond pas à la pesanteur, qui devient un élément en soi. Je ne sais pas si Dominique Florentin l'aurait réalisé, ça c'est de l'Uchronie, s'il était resté en Italie, mais je pense qu'il, comme tout artiste, il arrive en Champagne. Donc on a un découpage un peu trop historien de l'art, hein. Le maître de Chaource, c'est la fin du Moyen-Âge. Après, il y a cette période qu'on a appelée la période de transition, qu'on appelle maintenant la période de Maniéré ou Orné, et puis après le maniérisme de Dominique Florentin. En fait, Dominique Florentin, il arrive donc en Champagne à la fin des années 30, et le maître de Chaource, il est documenté... c'est 1527, la dernière mention du maître de Chaource en Champagne. Si vous vous projetez dans l'aujourd'hui de Nicole, de Jean et des artistes contemporains, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est rien, ça reste de l'art contemporain. Donc nous, on a une lecture historique et historiée de séquences, parce qu'il faut aussi qu'on comprenne et ça aide à voir. Et effectivement, il y a quand même des univers, et on voit bien que l'univers du maître de Chaource est plutôt celui de la fin du Moyen-Âge, et n'a rien à voir avec celui de Dominique Florentin, mais c'est un univers contemporain au XVIe siècle. Dominique Florentin, quand il arrive en Champagne, certes, il est sculpteur du roi, certes, il est italien, il a déjà un bagage, un savoir-faire et une nourriture intellectuelle et physique et plastique. Mais il me semble qu'il y a quand même deux réactions fortes. C'est d'une part déjà de voir la force d'habitation de la sculpture dans l'espace de l'Église et la présence qu'on peut encore mesurer, mais qui était encore beaucoup plus forte, parce qu'il y a quand même eu des destructions et qui était une habitation de la sculpture qui est très particulière à cette terre. Et on peut comprendre qu'un sculpteur ait eu envie de s'installer là et de produire à cet endroit. Et puis, peut-être aussi, par rapport à ce qu'il a développé, la réflexion sur la sculpture en lien avec l'espace et placée en hauteur, une sculpture qui est entre le ciel et terre, hein, et c'est son rôle. Ce sont des sculptures de dévotion, ce sont des sculptures qui représentent le divin pour élever le fidèle grâce à la méditation sur l'image à cet accès spirituel. Donc elles ont un rôle, avant des œuvres d'art pour nous, elles ont ce rôle de dévotion et de fonction dans la spiritualité. Je pense qu'il a pu être aussi marqué par ce placement des sculptures en hauteur. À Florence aussi, hein, les sculptures sont placées dans des niches, mais il n'y a pas cet étagement, et puis elles sont dans des niches. En Champagne, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de niches. Ce sont des sculptures qui sont placées sur des consoles, c'est-à-dire en fait sur le nu du mur. Je pourrais vous en montrer d'autres exemples après. Et donc, leur présence est vraiment dans l'église. Elles sont déjà sorties de la niche parce qu'il y a peu de niches. Et elles sont, comme je vous l'ai dit, parfois vraiment étagées. Et il y a une réflexion chez Dominique Florentin, justement, là je vous l'ai montré avec la charité, mais il y a vraiment une réflexion qui tient à la fois de sa culture italienne. Il a donc travaillé, je vais vous montrer une autre, il travaille avec Primatis, et Primatis développe donc de grands décors à Fontainebleau, et notamment, là je vous montre un exemple, un détail d'une figure de Junon, c'est un dessin qui se trouve au Louvre, qui était un dessin préparatoire pour un décor plafonnant, avec, vous voyez, un raccourci très très fort, une figure qui peut se lire quasiment en 2 ou 3 masses. Au premier plan, ses genoux, ses jambes fléchies, l'importance du drapé qui forme une masse très dense, les bras en entre-deux plus en ligne, et puis la tête qui vient ponctuer, il y a une sorte de structure pyramidale avec un raccourci extrêmement osé.
À Fontainebleau, à ce moment-là, est aussi présent Vignol, cet architecte qui, plus tard, dans les années 1580, va écrire un traité sur la perspective. Donc, on voit bien qu'il y a tout un milieu de réflexion sur cette question. Et Primatis envoie Vignol et Dominique Florentin en Italie, on est au début des années 1540, pour mouler des antiques. François Ier avait espéré pouvoir faire venir de vrais antiques. Le pape ne lui donne que l'autorisation de les mouler, et ça donnera ensuite les grands bronzes qui sont à Fontainebleau, qui sont des copies d'antiques. Et on a conservé des gravures de Dominique Florentin quand il est à Rome. Il va à la Sixtine et il grave notamment une partie du Jugement dernier, mais aussi ce qui l'intéresse, c'est la lunette supérieure, où on voit des figures de Michel-Ange qui sont dans un raccourci absolument spectaculaire, des grandes figures d'anges qui sont quasiment à l'horizontale, qui portent les instruments de la Passion, la lance, la colonne. Et tout ça, il y a un faisceau d'indices très fort sur cette réflexion de la question du raccourci et de la perspective que Dominique Florentin traduit dans la sculpture. Et je pense qu'il est aussi nourri de cette réflexion sur des sculptures champenoises antérieures qui sont placées en hauteur et qui ne travaillent pas aussi fortement la question du raccourci et donc du rapport à l'œil du fidèle, du spectateur, et du rapport de la sculpture à l'espace. Et je vous en montre un exemple. D'abord, quand on voit cette sculpture, donc c'est la Vierge qui était autrefois sur le Jubé et qui est maintenant au musée de Vauluisan. Dans le musée, vous la voyez à hauteur. Vous pouvez la voir de près et vous voyez cette Vierge avec les bras liés, une figure assez fluide. Vous voyez qui rentre un peu sur elle-même, un peu concave, avec une sorte de glissement de la forme, et de douce sinuosité qui passe par les bras et puis par des circonvolutions très, très légères, des plis. Et quand on se couche sous la sculpture, elle prend une forme, une matérialité et une composition sculpturale très tout autre. Et vous voyez qu'on retrouve, j'ai trouvé ça assez frappant, cette première masse formée par les jambes pliées et le drapé, une sorte de bouillonnement très vif, mais aussi très structurant et qui assoit la figure. Et on retrouve, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le dessin de Primatis, cette forme pyramidale qui se décompose quasiment en 3 masses, ce bouillonnement du drapé, la circularité des bras et puis qui tourne un peu en rond avec la lisière du manteau qui s'accroche sur la poitrine, et puis cette petite tête qui semble s'évanouir dans le voile, donc dans cette forme qui évoque ce que l'on appelle en italien la figura serpentinata, qui est cette figure serpentine, qui va être théorisée plus tard par Lomazzo dans son traité. Donc là, on est dans la deuxième moitié, là, aussi dans les années 1560-1580, mais en Italie. Et on voit bien, c'est cette idée d'une figure qui miroite comme la flamme d'une vacillante, donc quelque chose qui bouge tout le temps et qui a cette forme un peu pyramidale et qui tourne sur elle-même. Que produit Dominique Florentin? Il n'y a pas d'équivalent en Italie. Et je pense que c'est toute cette concaténation, ce faisceau d'éléments qui fait qu'il en est arrivé là. Alors maintenant, je vais essayer de te formuler une question. Donc, le Florentin arrive d'Italie. Donc, le Florentin a eu une relation à l'antique, la relation de l'Italie à l'antique. Alors, je vais reprendre un peu ce que dit Warburg de l'Antiquité, c'est-à-dire que, enfin, de la Renaissance italienne par rapport à l'Antiquité, c'est-à-dire que l'intensification du mouvement de la Renaissance est donnée, dit Warburg, par l'apparition de la nymphe. Donc, il reprend l'exemple du tableau de Ghirlandaio, tu sais, l'entrée avec la naissance de Jean-Baptiste avec la servante qui arrive habillée de sculpture, dit-il, donc grise. Donc lui, le Florentin, il connaît cette question antique. Il arrive à Troyes
Et je ne vois pas à Troyes ni d'effet de nymphe, ni de développement de plis à la mode italienne. Alors, quand Warburg il parle de l'antique, il parle de la nymphe. Alors s'il y aurait une, tu vas me dire si je me trompe, il y aurait une petite nymphe quand même à Troyes, c'est la Véronique au linceul, qui danse, qui a un pied exactement comme la Gradiva, c'est-à-dire un pied levé et l'autre derrière. Voilà, c'est la seule. J'ai refait toutes les sculptures dans ma tête, c'est le seul endroit où je vois une nymphe. Par contre, Roberto Calasso dit quelque chose de la nymphe. Il dit que la nymphe, celle qui accueille Apollon sur terre, et la maître, et qui possède les sources et l'oraculaire, la nymphe est à la fois le serpent et la source. Donc, je voudrais te demander une question toute simple. Est-ce que tu n'as pas l'impression que dans ces formes serpentines apparaîtrait quelque chose de l'antique qui arriverait par le florentin, mais que les Troyens transforment? Parce que des vierges serpentines, il y en avait. Des vierges avec un serpent sous les pieds, il y en a. Parce que ces gonflements ne sont pas des gonflements du vent. C'est pas la Renaissance italienne où les Botticelli, où les choses s'envolent par une force, par une cause extérieure. Là, il y a un gonflement qui vient des profondeurs de la Terre. Et quelle est la cause extérieure de ce gonflement? Voilà, c'est idiot comme question, mais... Non, c'est pas du tout idiot, ça sonne... C'est-à-dire, c'est embrouillé. Ça emmène loin. Je pense qu'il y a à la fois des questions d'iconographie. Warburg travaille sur la Renaissance italienne et florentine, tout en faisant un lien, effectivement, avec ce texte merveilleux qu'on peut suivre d'ailleurs aussi dans l'ouvrage de Didier Huberman, qui reprend cette idée du drapé. On pourrait se demander s'il faudrait insérer le drapé champenois, mais on est dans un autre univers, je crois, même s'il y a un Italien qui vient travailler en Champagne. Je ne pense pas que ce fil-là, on puisse le suivre. En revanche, on revient à ce drapé qui produit en Champagne qui a une identité. Donc on le voit complètement renouvelé par rapport à ce qu'il y avait avant, mais qui relance une production importante et qui pose aussi la question du drapé au corps. Avec un drapé qui, on le voit dans ces exemples, prend une indépendance qui est intéressante à regarder aussi avec notre œil. On appartient à notre temps, l'abstraction a fait partie de notre histoire et de notre regard. Et il y a là, si on prend juste des détails de forme, je crois que j'en ai mis un petit peu à la fin, des éléments très abstraits de drapés qui sont comme un simple plaisir de la forme. Je vais les atteindre. On pourrait parler très longtemps. Il faudra peut-être nous rappeler l'heure parce qu'on est lancé sans savoir. Mais vous voyez des choses comme ça, tout d'un coup d'un drapé. Et là, le rapport au corps est intéressant. C'est un détail d'une Vierge de Calvaire qui est une œuvre retrouvée récemment, qui était quasiment invisible parce qu'elle était dans un couvent à Saint-Loup-sur-Aujon. Et elle a été exposée l'été dernier dans l'exposition Langres à la Renaissance. J'ai écrit sur ces sculptures sans oser dire que c'est du Dominique Florentin. Maintenant, je le dirais j'oserais plus, mais il faut
il faut du temps aussi pour travailler ces choses. Je vous en montre volontairement que ce détail avec cet incroyable travail du drapé. Vous voyez qu'il est comme un ruisseau, un frémissement sur le ventre de la Vierge, et qui résonne avec d'autres frémissements qui ne sont pas des hasards, comme par exemple sur cette sculpture de Saint Jean-Baptiste qui se trouve à Saint-Pantaléon, qui est étonnante. Alors j'avais pas avec moi le détail que j'aurais voulu vous montrer, qui se trouve là où la jambe gauche devrait être, mais où elle n'est pas, où il y a une sorte d'aspiration du drapé. Je vous montre un autre détail qui est aussi étonnant, avec ce drapé qui remonte sur lui-même, qui se creuse, qui forme une sorte de nœud sous la main. C'est encore, ça fait partie d'une des sculptures dont je parle beaucoup dans l'ouvrage, mais à laquelle je continue à me cogner. Je pense qu'il y a encore une lecture à en faire, ou ce type de, voilà, encore un détail de drapé qui rentre, qui sort, qui a vraiment une vie propre. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de ma démonstration ici, mais là aussi, grâce à ce corpus très riche, on suit des évolutions lentes, on arrive à essayer de les comprendre. On est là dans les années 1550-1560, un moment de bipartition très forte à Troyes, et donc rayonnant tout autour entre protestants et catholiques, après une tentative de réconciliation. J'emploie les mots de cet historien que j'ai cité tout à l'heure, Van Uckflegel, qui montre bien que dans les années 1550-1552, il y a un évêque à Troyes qui est un Italien, qui s'appelle Caracciolo, et qui fait partie de cette mouvance que l'on a appelée les nicodémistes, qui sont à la fois des hommes de lettres, mais aussi beaucoup d'hommes d'église, qui ont espéré à un moment une réconciliation entre protestants et catholiques. Et ça n'a pas marché. Et cette sculpture-là accompagne, je pense, et ce type de pli, une relation au corps et une relation à la spiritualité qui arrive à exprimer ce qui va un peu au-delà des images, mais ce qui passe vraiment par l'art, justement une foi qui dit bien que les images sont un support sont un support à la méditation, mais un support qui appelle à un dépassement. Et vous voyez que, quand je dis que je me cogne, mais je pense que les fidèles du XVIe siècle qui regardaient beaucoup ces sculptures et qui les voyaient et qui le revoyaient, quelque chose qu'on ne fait plus, qu'on a la chance de faire quand on est historien de l'art, sans doute aussi quand on est artiste, on y retourne et on voit à chaque fois ce qu'on n'avait pas vu. Je pense que ce travail du pli exprime aussi ce qui est indicible, de la douleur de la Vierge face au Christ crucifié, du Christ qui porte sa croix et qui garde encore une interrogation humaine, de Jean qui est celui qui crie dans le désert, qui porte le Verbe, mais qui porte aussi un questionnement et une annonce à la fois divine et d'incarnation humaine. Et il me semble que dans tout ce chemin spirituel, on parlait tout à l'heure de ces œuvres qui font aussi paysage et qui font aussi architecture, il y a cette capacité de porter ce questionnement de la foi catholique, notamment par le biais de ce que peut faire la sculpture et ce qu'elle peut exprimer, et qui arrive à ces nœuds incroyables et difficiles aussi à dénouer intellectuellement. Dans ce rapport entre la sculpture et l'architecture, la manière dont la sculpture, enfin vous en parlez très bien dans votre livre, ce rapport entre la sculpture sur, par exemple, l'aspect ornement, décoratif, la manière dont la sculpture s'inscrit dans l'architecture, la quitte et en même temps est en support. Enfin, l'architecture est le support de la sculpture et puis la sculpture participe de l'architecture. Alors il y a précisément donc cette sculpture-là qui fait l'objet de la couverture du livre, ce Christ à la colonne,
quelque chose qui est assez frappant, et j'y repense par rapport à ce que vous disiez, c'était le fait que de temps en temps, dans la sculpture, dans cette sculpture Renaissance troyenne, mais déjà c'est présent dans la mise au tombeau de Chaours, c'est la mise en scène, le côté théâtral. Quand on va à Chaours, quand on descend dans la crypte, qu'on arrive au milieu de ces sculptures, l'espace est extrêmement étroit et on fait pratiquement partie de la scène. On est un des personnages de la scène. Et donc c'est prenant, c'est extrêmement, d'autant plus qu'on est dans l'obscurité, donc avec des limites qui s'estompent. Mais là, par exemple, dans ce Christ, il y a un côté scénographique, mise en scène véritablement. Le personnage est fort et poignant. Il y a une espèce de stature du personnage. D'ailleurs, vous remarquez qu'il n'est pas commode, le type. Il a un regard qui est dur, il a la bouche serrée. Alors, certainement, là, une restauration permettrait d'en avoir une lecture plus fine. Parce que je crois que la sculpture est... Enfin, il faudrait qu'on parle de ça, hein, parce que c'est très important, le rapport entre la sculpture telle qu'elle était à l'époque, telle qu'elle se présente à l'époque, et puis les couches de peinture qui ont été mises, les accidents. La vie de ces sculptures a été terrible. Et donc, on n'a pas la sculpture véritablement, actuellement, on n'a pas la sculpture telle qu'elle était. Elle est encore masquée par à la fois sa dégradation, mais aussi par des repeints, parce qu'elle a été déplacée, parce qu'elle n'est plus à l'endroit où elle devait être. Ce Christ, je crois qu'il n'est pas au bon endroit. Hein? Il n'est pas au bon endroit. Mais il y a aussi dans la cathédrale de Troyes, il y a le baptême de Saint-Augustin, qui est aussi toute une mise en scène de personnages très impressionnants. On assiste, on est là parmi... et je pense que les gens de l'époque, ils devaient être incroyablement pris par ces sculptures. Certainement, ils les vivaient, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas l'écran, le portable, le machin, un truc, mais la sculpture les prenait véritablement parce qu'on voit dans les détails de la barbe, on voit le poil, on voit la présence du personnage, on voit dans une restauration du livre, il y a une image tout à fait extraordinaire où... ah oui, voilà, oui, où il y a Marion va en parler mieux. Ces images, elles ont été beaucoup marquées par le temps, et Jean a raison de souligner qu'elles ont perdu une part importante. La sculpture du XVIe siècle, c'est une sculpture qui, contrairement à... C'est une sorte de mirage, un peu comme ce qu'on a la redécouverte de la polychromie pour la sculpture grecque. Il faudrait faire la même chose pour le XVIe siècle. On a toujours une idée du XVIe siècle, en marbre, en bronze. Il y a une partie de la production de la Renaissance qui est dans ces matériaux monochromes, mais les œuvres dont je vous parle étaient à 90% peintes. Je vous montre ici un visage assez fascinant d'un des apôtres de l'église de Rumilly-les-Vaudes. Vous voyez qu'il y a une partie du visage qui a été restaurée, c'est-à-dire qu'on a retiré la couche de badigeon, ce badigeon assez grisâtre et épais, qui recouvre malheureusement tous les apôtres encore de Rumilly. Et l'église se bat, enfin les gens du village se battent pour qu'il y ait une restauration, mais pour l'instant les crédits ne sont pas dégagés. Elle est intéressante, cette photographie, parce qu'elle vous permet de mesurer combien le regard de l'historien de l'art peut être aussi faussé. Le regard de la statue et le regard de l'historien de l'art sont faussés parce qu'on travaille sur des œuvres qui, pour certaines, ont été repeintes et beaucoup sont recouvertes de ce badigeon un peu grisâtre, qui est un badigeon qui empâte terriblement les formes et qui recouvre, dans certains cas, dans les meilleurs, une polychromie originale qui a été conservée, que vous voyez là apparaître sur la gauche et qui vous montre, d'une part, la force de ces sculptures peintes, la force du regard, des carnations, qui renforcent leur présence dans l'église, et d'autre part aussi, qui vous montre la finesse du travail de la sculpture. Vous voyez que dans le détail de la barbe, de la moustache, des cheveux,
on voit bien qu'il y a une nervosité de la forme, un travail de mise en volume que l'on perd avec ce badigeon très, très encrassé. Et beaucoup de sculptures ont été... sont à restaurer. L'exposition de 2009 a permis d'en restaurer beaucoup, mais il faudrait continuer. Vous voyez que c'est des œuvres qui sont quasiment méconnaissables dans ce détail de la Vierge de Pitié. À gauche, elle est très encrassée, illisible, hein, avec une sorte de masque grimaçant. À droite, l'œuvre restaurée qui retrouve une sorte de douceur à la fois de forme modelée et de polychromie. On est très bavard et je crois que Pauline a raison de venir nous signaler qu'il faudrait qu'on vous donne la parole si vous avez envie qu'on échange. Vous avez vu défiler peut-être des œuvres dans un sens, dans l'autre, mais on peut parler... Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a un tout petit peu de temps, mais on a quelques minutes s'il y a des questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si, une question? Non. On vous a pétrifié. Simplement, je voudrais prendre la parole à la place de Laure, mon épouse, avec qui je travaille la sculpture, pour dire qu'elle me posait la question justement du rapport de la sculpture avec l'espace de l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand une sculpture est empruntée, je dirais, à l'Église pour être mise dans un musée? Tout d'un coup, elle est sauvegardée d'une certaine manière, elle est protégée, et en même temps, il a perdu quelque chose. Et je voulais savoir comment Marion voyait cette perte. Enfin, je voulais savoir. Laure voulait savoir. Quand on perd quelque chose, on gagne aussi quelque chose. Les œuvres dans les musées ont perdu c'est vrai, leur ancrage et leur pourquoi et leur raison d'être en partie. En même temps, elles sont protégées, ce qui n'est pas le cas malheureusement d'une grande partie des sculptures que je vous montre ici, dont certaines se dégradent, hein, sont en train de fondre, mais vous pouvez aller simplement au Halles, voir la Fontaine des Innocents, c'est un vrai scandale, c'est l'une des plus belles sculptures de la Renaissance à Paris, qui fond sous nos yeux, dans ce contexte qui n'a plus rien à voir avec celui du passage royal pour lequel elle avait été prévue. Et puis, les œuvres des musées, les œuvres dans les musées, on peut les voir de près. Et quand Jean évoquait les écrans, le téléphone, on a une rapidité de vie, on a des images très circulantes et on a un regard très sollicité. Déjà d'aller voir des œuvres dans les églises, dans les musées, c'est un chemin aussi pour retourner, pour aller les voir dans les églises. Et je pense que c'est devenu indispensable. Ça permet de les voir calmement, ça permet de retourner les voir. Beaucoup d'œuvres qui sont reproduites dans le livre. Je ne vous dirai pas comment j'ai fait les photographies. J'ai appris à faire du trapèze volant, à monter sur des échelles très branlantes. Parfois, j'ai un peu frôlé des choses que je ne peux pas dévoiler ici. Mais voilà, c'est aussi un travail d'historien de l'art de terrain que je n'aurais pas fait si j'avais travaillé. Il y a une partie des œuvres qui sont conservées dans les musées, mais la majorité sont dans les églises. Mais c'est là aussi une invitation à aller les revoir et à accepter de retourner dans les églises et de voir ce qu'on ne voit plus. Et alors que les œuvres sont là, et c'est un patrimoine qui est à conserver. Récemment, notre actualité vous a montré qu'une sculpture dans un certain arc de triomphe, très rapidement, avait pu être éventrée. C'est long à faire, c'est un patrimoine de l'histoire et il peut être saccagé très facilement. Donc les musées sont un chaînon, un porteur de connaissances et de regard qui est essentiel. Simplement, oui, je réfléchissais à cette notion de sculpture qui
qui se promènent comme ça, qui sont fragiles. Mais tout à l'heure, on a évoqué une sculpture qui est pour moi absolument extraordinaire à Saint-Pantaléon, que j'invite tout le monde à aller voir, muni de ce livre. Nous avons fait ça avec Laure, nous avons visité toute la région de Troyes avec le livre de Marion pour aller trouver les sculptures dans les églises, etc. Mais Saint-Pantaléon est un lieu extraordinairement riche, c'est vrai. Et il y a, alors j'en parlais d'une sculpture sur le côté, en entrant à gauche, presque dans l'obscurité, qui a été déposée là, qui est extrêmement détériorée, sauf miraculeusement le visage, et je crois un peu une épaule, je ne sais plus très bien, sans doute parce que l'œuvre est fréquemment ou était fréquemment touchée, et donc la graisse, le toucher a finalement préservé la sculpture de la dégradation. Alors que souvent c'est l'inverse, mais là, en l'occurrence, ça l'a préservée. Et elle est extraordinaire parce qu'elle apparaît dans une espèce de fouillis de forme. Ce personnage est extraordinairement émouvant. Et pour revenir à la notion de musée, il y a devant Saint-Pantaléon, il y a le musée de Vauluisant. Et il est juste à côté, il est dans la même architecture, il est familial presque. Hein. Il a un petit côté... et donc il y a des sculptures photographiées là, que vous avez vues, qui viennent de ce musée. Et c'est vrai que là, on ne regrette pas du tout qu'elle soit là, je dois dire. Je peux me poser une auto-question simplement pour évoquer le livre et l'éditeur. C'est presque un livre de petit format qu'on peut prendre sous son bras. Effectivement, un livre qui... Je voudrais remercier l'éditeur qui sont les presses universitaires François Rabelais. Donc, j'enseigne à Tours et j'ai édité aux presses de la Renaissance. Et je n'aurais pas pu le faire ailleurs parce que l'éditeur a accepté de publier beaucoup de photographies. Je pense que vous l'aurez compris, c'est un texte qui s'appuie beaucoup sur les œuvres, donc il fallait pouvoir les montrer. Publier la sculpture, c'est toujours compliqué parce qu'on a besoin de tourner autour, on en voudrait toujours plus. Je suis très très frustrée parce que je n'ai pas pu tout publier, mais il y en a quand même beaucoup. Et on a travaillé la mise en page ensemble. Donc j'ai été assise à côté de lui des jours et des jours, on a fait le cadrage. Et ça, c'est un travail... je voudrais vraiment rendre hommage à l'éditeur. Et comme l'a dit Jean, voilà, ça peut aussi servir de guide pour aller se promener en Champagne. Moi, je voudrais préciser que l'écriture de Marion est extrêmement douce. Elle expose ses idées, la façon dont évolue la sculpture avec une espèce de douceur, mais elle devient très persuasive. C'est-à-dire que je pense que c'est la manière effectivement de s'adresser à la sculpture qu'elle a choisie et qu'elle opte d'emblée dans la façon dont elle nous propose son regard. Moi, j'ai été tout à fait convaincu. Voilà. Merci beaucoup. Et en effet, je tiens aussi à souligner que c'est un ouvrage qui a une iconographie extraordinaire et qui révèle... Je suis très contente que vous ayez terminé cet échange sur le travail de terrain, qui est quand même un travail remarquable à la source de cet ouvrage. Et c'est d'autant plus intéressant de terminer sur cette note dans cette salle Labrouste et d'insister aussi sur cette conjonction entre le travail en archives et le travail dans cette belle institution ici et le travail de terrain remarquable qui a été fait pour l'ouvrage. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Marion Boudon-Machevel, Nicolas Bertigny et Jean Guéra pour ce beau dialogue et à trois. Et je vous remercie à tous pour votre présence ce soir et je vous invite à la prochaine séance qui aura lieu le 21 mars et nous accueillerons Rémi Labrusse et Odile Nouvelle pour l'ouvrage de Rémi Labrusse qui s'appelle Face au chaos et qui traite de l'ornement à l'âge de l'industrie, ce qui sera aussi particulièrement intéressant en salle Labrouste directement puisque ça fait partie aussi du corpus. Merci à tous et puis à la prochaine fois et merci encore à nos intervenants.